Luc Mélenchon, vous déplorez, j'ai cru comprendre que vous déploriez qu'il y ait une focalisation sur les problèmes de sécurité dans cette campagne régionale, quand on voit quand même le nombre de féminicides ou le nombre d'adolescents qui sont tués ou agressés. Est-ce que vous ne sous-estimez pas les problèmes de sécurité et que cette sous-estimation risque de profiter au Rassemblement national ? Alors ça, c'est l'argumentaire de l'extrême droite. Non, mais... Nous, ceux qui sont de mon point de vue, nous sous-estimons. Nous sommes dans le déni. À un moment donné, on m'a cassé les pieds avec l'islamo-gauchiste. On expliquait que la République était en danger parce que partout guettaient des islamo-gauchistes qui allaient se jeter avec la complicité de Mélenchon. C'est tous les jours. Pardon, madame, j'essaye de vous répondre. Fantasme. Oui, non, mais c'est vous postulez quelque chose que vous affirmez tranquillement, à savoir que je sous-estimerai le danger. Non, on vous pose la question. Non, on vous pose la question. Non, Est-ce que vous posez pas la question. Vous ne la posez pas à Madame Le Pen. Pourtant, vous devriez. Je vais vous dire pourquoi. Elle sous-estime les questions de sécurité. N'ont aucune conscience de la réalité des tâches policières. Voyez-vous, ma principale contradiction avec les organisations policières, à part qu'elles sont factieuses, à part qu'elles menacent les juges, à part qu'elles menacent les journalistes, à part qu'elles menacent les hommes politiques, c'est qu'elles ne tiennent pas compte de la réalité du métier de policier. Et voilà pourquoi, madame, vous mettez-vous dans l'insécurité, les féminicides. Ça, c'est un phénomène de première grandeur. Et c'est la raison pour laquelle nous devrions examiner pourquoi la technique policière ne permet pas d'y faire face. Parce que dans les cas que nous avons vus, à chaque fois, la femme s'était plainte avant, sa plainte n'a pas été entendue, et on l'a laissée aux mains de son bourreau. Donc ce qu'on va faire, c'est pas mettre en cause les policiers, on va mettre en cause la technique de la police qui fait que ça passe entre les gouttes. De même, quand on fait du tam-tam toute la journée sur la difficulté du métier de policier. Bon, personne ne va dire le contraire, on va pas dire que c'est un métier facile. Ça finit par insupporter tous les autres qui disent, écoutez, pardon, mais on meurt plus dans notre métier du bâtiment que dans la police. Il meurt 4 fois moins de policiers qu'autrefois. Ça veut donc dire quoi ? Que la technique s'est améliorée. Il faut donc travailler à améliorer la technique. Ça, c'est le sujet. Le sujet, c'est pas de s'en prendre aux juges en pensant que parce qu'on va mettre des peines éternelles et infinies, ça va dissuader les gens d'intervenir. J'ai pas dit ça. Voilà, je termine en vous disant que non seulement je ne suis pas dans le déni, mais je suis, avec mes amis insoumis, les seuls qui proposent un plan concernant la manière de redéployer les moyens de la police d'une autre manière. On n'y répond pas seulement en disant « faut des policiers de plus ». Pourquoi faire ? Il faut donc d'abord dire pourquoi faire, il faut donc d'abord dire comment le faire, avec qui le faire. Nous avons besoin d'un plus haut niveau de formation des policiers, nous avons besoin d'une police judiciaire plus intense, nous avons besoin d'un renseignement pour les trafics qui comptent et dont on ne parle jamais, trafic d'êtres humains, trafic de drogue, trafic d'armes. Là, nous avons besoin de repenser la façon de manier la police. Et en ce moment, on perd notre temps à discuter de sujets qui n'existent pas, comme celui qu'a posé les organisations policières qui ont obtenu l'autorisation miraculeuse de manifester devant l'Assemblée nationale pour crier leur haine de la justice le jour où on débattait d'une loi sur la justice. Ça, c'est de la perte de temps. C'est de l'opposition des Français entre eux, c'est des débats à la noix, ceux qui croient qu'il y a un problème, ceux qui croient qu'il n'y en a pas. Tout le monde sait qu'il y a un problème de violence dans les sociétés modernes. Est-ce qu'elle est plus intense qu'avant ? Personne n'en sait rien, on ne mesurait pas avant. Mais on sait que ça existe. Et notamment, le développement des trafics d'êtres humains et de drogue déclenche une accélération de la violence dans toutes les sociétés. Nous le savons. Moi, j'ai été voir de près, dans certains pays, ce que ça donne, les cartels de la drogue. Chez nous, ça va commencer aussi de la même manière. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. On nous fait un délire sécuritaire, comme si les réponses sécuritaires... Et voilà, vous êtes dans le déni, monsieur, vous vous rendez compte, comme Jean-Luc Mélenchon. Regardez, vous voyez, il suffit de le dire pour qu'il y ait tout le colloque de la droite qui vienne vers vous. Mais si je vais me permettre de vous répondre, madame, la police républicaine mérite d'être protégée, elle devrait tous nous rassembler, y compris la France insoumise. Je suis désolée. Ça, ce sont des mots, c'est bien, mais ça coûte pas cher. Ce qui coûte cher, par contre, c'est les 10 000 postes de policiers que votre gouvernement, sous Sarkozy, a supprimés. Ça coûte cher. Et maintenant, je vais vous dire... Non, mais attendez, j'aimerais vous dire une chose. Être responsable de tout. Non, c'est pas que vous êtes responsable de tout. Mélenchon, moi, je pense au contraire qu'il est responsable de ce discours anti-flic et de cette haine. Mais je suis désolée de le reconnaître. Donc vous achetez. Mais moi, je suis désolée quand il parle de factieux. C'est assez choquant. Moi, ça me choque. Finish him. Écoutez, quand des policiers disent qu'il faut faire tomber les contraintes de la Constitution, vous appelez ça comment ? Mais ça veut rien dire. Je suis désolée. Non, mais voilà, merci. Fatality. Écoutez, avant, il y avait les manifestations qui étaient interdites, qu'on n'avait plus le droit de faire. Maintenant, il y a les manifestations qu'on n'a plus le droit de critiquer.
avec des termes qui, pardon, étaient quand même pas des termes extrêmement virulents. Dire que Audrey Pulvar a trouvé, et je me joins à ces mots, que dans une manifestation devant l'Assemblée nationale, vous ayez des syndicalistes à la tribune qui disent le problème de la police c'est la justice, ou des syndicalistes, parce qu'on en a moins parlé, qui disent l'objectif de ces manifestations c'est de faire céder les digues qui sont les règles de la loi et les règles de la Constitution, oui, je trouve ça glaçant. Comme les insoumis. Et j'ai pas l'impression, mais madame, vous étiez, je sais pas si vous étiez présente vous personnellement dans cette manifestation, mais je sais que certains de vos amis y étaient, et je vous ai pas entendu, je vous ai pas entendu réagir ou prendre vos distances avec ces propos qui sont des propos extrêmement graves. Vous pensez, vous, madame, qu'il faut faire céder les digues de la loi et les digues de la Constitution? Pas du tout, vous pensez ça? Mais madame, c'est pas la France, madame. Vous avez vu tout à l'heure, je vous ai laissé parler. Oui, mais madame, c'est gonflé de votre part. c'est pas la France Insoumise. Manuel C'est pas la France Insoumise qui a dit ça, c'est un syndicaliste policier. Et je ne vous ai pas entendu prendre vos distances avec ce qui a été dit. Jean-Luc Mélenchon, sur ces questions de sécurité et la manifestation que vous évoquiez, Gérald Darmanin a envisagé de porter plainte contre Audrey Pulvar, qui avait dit de cette manifestation qu'elle était glaçante. Et puis finalement, il a renoncé à lui porter plainte. Il a même demandé à ce qu'ils se rencontrent. Ils ont prévu donc de se voir. Est-ce que ça veut dire que ça y est, c'est bon, c'est fini? Non, je pense que M. Darmanin étant malin, sa plainte n'avait aucune chance d'aboutir. Si maintenant, quand on en est à dire qu'une manifestation est glaçante, ça vous vaut d'aller en prison, mais tout BFM va y aller chaque fois qu'il y a une manif de cheminots. Sur votre programme, je n'ai pas vu le mot sécurité en fait dans votre programme. Je me suis trompée ou... Oui, Madame Ferrari, vous savez quelles sont les compétences de la région Île-de-France? Vous savez? Oui. Donc les compétences, c'est les transports, les lycées, l'aménagement du territoire, la formation professionnelle, l'économie, l'activité économique, le tourisme. Ça, c'est des compétences régionales. Il y en a un peu d'autres. Proposent des polices des transports. Notamment, voilà. Oui, police régionale des transports. Si vous voulez, Madame Ferrari, mais on parle de l'avenir de la région ou on parle que de la sécurité? Je sais que je suis sur CNews. Je vous pose une question. Et peut-être que je n'aurais pas dû venir sur CNews. Mais vous êtes toujours la bienvenue sur CNews. Merci, je vous remercie. Mais je vois que voilà, c'est offensif. Dans un sens, un programme régional vise à répondre à la question de quelle région pour demain. Je réponds à cette question dans mon programme. Pouvoir vivre en Île-de-France, qui est la question quand même que se posent beaucoup de franciliennes et de franciliens, c'est comment pouvoir vivre et non survivre en Île-de-France à cause de la vie chère, du stress, des pollutions, et qui est la question aussi de savoir comment avoir une meilleure qualité de vie, c'est-à-dire pouvoir bien vivre en Île-de-France. Et en proposant un choc de solidarité dès notre arrivée, c'est d'abord permettre de venir en aide aux plus fragilisés dans la crise, parce que vous êtes entré sur la question de la sécurité, mais vous savez que... Parce que ça aussi, les franciliens veulent aussi vivre en sécurité. Oui, mais vous savez que les franciliens veulent aussi finir leur fin de mois. Vous savez qu'il y a un carnage social... L'un n'est pas antinomique de l'autre. Vous savez, Madame Ferrari, qu'il y a un carnage social incroyable dans notre pays, qu'il y a des licenciements en chaîne, et que Madame Pécresse vient par exemple de donner 1 million d'euros à Renault, qui vient de se séparer de 2400 salariés. Vous trouvez ça correct? Vous auriez pu me poser cette question, par exemple. Plutôt que la sécurité. Me dire là, Madame Pécresse a donné 1 million d'euros à Renault. Est-ce que vous trouvez ça légitime, Madame Autain, alors qu'il y a 2400 emplois qui viennent d'être supprimés? Est-ce que c'est correct? Il s'agit donc, Monsieur Bernassis, de vous rappeler que le tribunal administratif, puis le Conseil d'État ont validé la mesure administrative que j'ai prise de fermeture du lieu de culte. Non, vous avez dit l'inverse à la tribune de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que quand bien même il y aurait un sujet volontaire du ministre de l'Intérieur que d'utiliser la loi promise par le Parlement, il a été effectivement validé par le juge des libertés, qu'est le Conseil d'État. Par ailleurs, ce serait quand même incroyable que de considérer, tout en n'ayant pas qualifié d'islamiste l'attentat qui touchait Samuel Paty, qu'il n'y avait pas de lien entre la mosquée de Pantin, M. Bernalicis, et cet attentat. Lien qui a été... Je sais qu'en fait, M. Bernassis, ça ne vous intéresse pas. La vérité, c'est que vous êtes venu faire un show, vous discutez, vous interrompez, vous obstruez. La vérité, M. Bernassis, c'est que la liberté, vous la réclamez surtout pour vous, pas pour les autres. Si vous n'avez pas envie du débat argumenté, ne le faisons pas. N'utilisez pas, M. Bernalicis, des arguments faux, des arguments... Ce sont des mesures effectivement extrêmement importantes qu'il faut toucher d'une main tremblante lorsqu'on a touché notamment la liberté de culte, ont été validées par le Conseil d'État. La mosquée de Pantin, ça a été prouvé par le juge administratif, avait un lien en effet direct
avec l'assassinat de Samuel Paty. La très grande majorité des pratiquants, effectivement, n'étaient pas concernés. C'est pour ça que, indépendamment de la loi, lorsque le ménage a été fait, j'ai pris des dispositions pour la réouvrir avant la fermeture qui avait été prévue par le Conseil d'État. Donc, sur des sujets aussi importants, ne dites pas de contre-vérité. Je suis sûr qu'on aura d'autres moyens de s'opposer que de dire des bêtises à la tribune de l'Assemblée nationale. Merci. Je m'offusquais parce que ce n'est pas ce que j'ai dit à la tribune tout à l'heure. Non. Vous réécouterez. À la fois, vous lirez le compte-rendu au journal officiel, puis vous réécouterez la vidéo, monsieur le ministre, avant de dire des bêtises. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit vous avez fermé la mosquée de Pantin en sachant que le Conseil d'État vous donnerait potentiellement... Si, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, puisque c'est comme ça que vous fonctionnez, par vagues successives. Un coup, c'est le Conseil constitutionnel qui vous dit vous allez trop loin, alors que le Conseil d'État, dans son avis, vous avez dit non, c'est bon, ça peut passer, type mesure de sûreté, par exemple. Et puis à la fin, vous revenez avec un texte un peu plus modifié, mieux écrit. Il semblerait qu'il y ait une bataille juridique entre le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, à qui cédera le moins vite, mais cédera quand même. Oui, parce que tout ça, c'est de l'interprétation de nos principes que j'ai évoqués tout à l'heure. Et non, je n'ai pas parlé de la Constitution de 1958. J'ai dit que ceux qui aujourd'hui disaient que la Constitution était un problème ne pointent pas la Constitution de 1958, mais pointent la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, ce qui est fondamentalement différent. Et si des gens veulent remettre en cause la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, qu'ils le disent comme ça. Et qu'ils arrêtent de dire « Oh, la Constitution est un problème ». Ce qui leur pose problème, c'est le bloc de constitutionnalité. C'est ce que j'ai dit à la tribune pendant 15 minutes. Mais vous préférez être sur votre téléphone à écouter je ne sais quoi, je ne sais qui, alors je ne sais quel message, plutôt que de comprendre ce qui est dit à la tribune. Et c'est dommage parce que ce genre de texte a besoin de l'exactitude des propos, de ce qu'on raconte, de la position réelle des uns et des autres. Mais ça, vous vous en fichez. Encore une fois, vous êtes à la mesure des propos que vous faites d'habitude, démagogiques, populistes, enfin, surtout démagogiques. C'est bon, ça y est ? Le débat à d'autres, à vos opposants, je pense au Rassemblement national par exemple. Pourquoi pas, moi je suis prêt à parler avec tout le monde, hein. Et notamment de tâches policières, parce que je sais qu'ils n'y connaissent rien. Ils s'y sont pas vraiment intéressés, racontent des trucs qui tiennent pas debout. Tout le monde sait, alors on fait semblant de trouver ça intelligent. Alors il faut rallonger les peines, il faut être sûr qu'elles sont incompressibles. Vous avez même un gars dont vous vous demandez comment il a fait pour être le membre du parti de Jaurès, qui dit la police doit surveiller l'application des peines de justice. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? C'est Olivier Faure. Oui, c'est Olivier Faure, le secrétaire national du parti prétendument socialiste. Que les personnes qui nous attaquent le font avec un agenda, avec un calendrier. C'est pas nous qui le disons, ce sont des chercheurs. Tu viens de le dire. Là-dessus, c'est une évidence. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que nous, les citoyens, au moment d'une élection, notamment présidentielle, lorsque ce qui est en jeu, c'est notre souveraineté à nous, nous devons intégrer le fait que, effectivement, nos ennemis choisissent cette époque. Deuxièmement, il faut intégrer le fait qu'il y a des partis politiques. Pardon, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il a dit le système va sortir un nouveau Macron. C'est pas l'ami de Soral et de Zemmour qui va me faire des leçons de républicanisme. Je voudrais terminer ma phrase. Tu peux baratiner tant que tu veux. Je ne baratine pas, je dis, il me semble-t-il, des choses très simples. Nous devons, nous les citoyens, être en alerte par rapport aux manipulations qui viennent soit des gens violents, soit des partis politiques, soit de leurs représentants dans les médias que vous êtes. Parce que là, depuis que tout à l'heure qu'on vous écoute, vous n'avez pas un mot pour les victimes. Vous vous sortez de c'est vous qui utilisez les drames pour parler de qui Jean-Luc Mélenchon. Ils ont pas fait de dérapage. Les musulmans. Je vais vous dire quelque chose. C'est ça que vous faites. Vous devriez regretter qu'en 2015, on n'est pas davantage parlé des musulmans. Là, vous devriez avoir honte. Moi, je suis très contente. Ce matin, j'ai pensé à Madame Sandler et je me suis dit, je suis contente. Ah, ben ça va le dire avant. Le dire une fois que j'ai souligné. Ah, voilà. Laissez-la parler. Et si je vous en dis pas, vous me laissez finir. Donc, ce matin, je vais vous dire, ma chère Raquel, moi, je suis très triste que des Juifs quittent la France à cause de l'antisémitisme. Et c'est pas celui d'extrême droite, contrairement à ce que vous voulez nous raconter. Encore une fois, on voit
les médias au service de l'extrême droite. Vous êtes les amis de Zemmour. Vous n'avez rien dit sur Papacito qui a fait un appel au meurtre contre tous les insoumis. Vous n'en dites rien. Je vais parler de ce que je veux. Finissez. Et moi, je fais les sous-titres pour le public. Vous, les médias de l'extrême droite, et vous faites le service après-vente. Et c'est précisément ça dont parlait Jean-Luc. Je n'ai pas peur du tout. Je trouve que vous démontrez. Raquel, Adrien, laissez-la finir. Laissez finir ma phrase. Allez-y. C'est pas la peine de faire. Isabelle, ça vous fait... Vous connaissiez cet influenceur d'extrême droite ? J'en avais déjà entendu parler, mais j'ai, comme Jean-Luc Mélenchon, été glacé par cette vidéo et je pense que n'importe quelle personne qui la regarde est glacée aussi. Moi, je suis militant insoumis, électeur insoumis, je me suis mis dans la peau de ce mannequin, criblé de balles, ensuite criblé de coups de couteau. Et je trouve, je vous le dis franchement, je trouve que comme ça a été fait sur ce plateau pendant cette journée, parler à propos de cette vidéo de diversion ou de contre-feu, je trouve que c'est extrêmement déplacé. Jean-Luc Mélenchon n'a pas choisi que cette vidéo soit publiée hier sur un plateau sur YouTube. Est-ce qu'il aurait fallu ne pas en parler ? Ou alors est-ce que vous pensez que Jean-Luc Mélenchon l'a inventé cette vidéo ? Mais alors dans ce cas-là, c'est vous qui êtes un petit peu complotiste. Complotiste, hein ? Théorie du complot, brûlé, hein ? Sur le bûcher, complotiste, hein ? Théorie du complot, brûlé. Jean-Marie. Ouais, sur le bûcher. L'IFOP a interrogé un grand échantillon de Français. 4% d'entre eux disent qu'à la suite de l'attentat commis sur les Champs-Élysées, ils ont changé leur choix sur l'élection présidentielle. On parle de 4%. 4%. C'est ce qui permettait à Jean-Luc Mélenchon d'accéder au second tour. D'accord ? 4%, c'est ce qui manquait. Et même moins. Il manquait 600 000 voix. Donc oui, ça a une influence. Et oui, Madame Le Pen utilise ces attentats pour faire sa propagande. Je vous lis ce qu'elle disait. Mais Marine Le Pen était plus haute dans les sondages. Excusez-moi, Madame Le Pen était plus haute dans les sondages. La question ne porte pas sur l'influence ou non des faits divers. On dirait que ça vous gêne que je dise ce que dit Madame Le Pen. Les soupçons de complotisme qui pèsent sur Jean-Luc Mélenchon. Parce que je peux vous dire ce qu'elle disait Madame Le Pen. Combien de Mohamed Merah sur les bateaux de réfugiés qui arrivent en France? Combien de Mohamed Merah parmi les enfants d'immigrés non assimilés? Voilà ce que Jean-Luc Mélenchon dénonce. Il dénonce ceux qui utilisent ces attentats pour faire la guerre civile en France. Et l'extrême droite, c'est ce qu'elle essaye de faire. Laissez-moi finir. Mais en 2017, ça n'a pas changé l'ordre des choses. Madame Le Pen était votre collègue vient de dire en face. Votre collègue vient de dire, monsieur. Jean-Luc Mélenchon était en face. Votre collègue vient de dire, monsieur, que 4% des Français ont changé leur vote à partir de cet attentat. Oui, 4% disent l'avoir changé. C'est ce qui suffit pour nous faire accéder au second tour. Mais je veux insister sur... Mais c'est vous qui avez progressé dans la fin de campagne. Je veux insister sur ce point. Je vous laisse finir votre phrase, après on ira voir Marie Pelletier. Je veux insister sur ce point. Madame Le Pen utilise ces attentats. Les islamistes et l'extrême droite, ce sont les deux faces d'une même pièce. Les islamistes cherchent à faire en sorte que les musulmans considèrent tous les Français comme des gens qui les détesteraient. Et l'extrême droite cherche à faire en sorte que les Français considèrent les musulmans comme nos ennemis. Nous sommes le rempart à cette haine. Nous sommes le rempart à ceux qui veulent diviser le peuple français. Sauf quand vous manifestez aux côtés de certains qui crient Allah Akbar sur la place de la République. Mais n'importe quoi. Mais si, monsieur Le Moment, je l'ai pas inventé. Vous y étiez. Les lois de la République française. D'où venait cette manifestation? De l'attentat d'un ex-membre du FN. Laissez-moi finir. De l'attentat d'un ex-membre du FN contre une mosquée. Voilà, vous les voulez, vos diviseurs, vous les avez. J'ai un certain nombre de critiques à vous apporter. Le secteur de la compétence du développement économique a toujours été, pendant votre mandat, et même auparavant, le parent pauvre de la région Île-de-France. Vous avez baissé les investissements de 108 millions de francs en 2016, vous êtes passé à 102... Des euros, on est en euros, monsieur Valls. Euros, excusez-moi, c'est ça. Bienvenue au XXIe siècle. Mais merci, madame.
moins, le secteur privé, lui, il a une sanction ultime. S'il se trompe, il fait faillite. Et qu'est-ce que ça nous fait qu'il fasse faillite? C'est pas ça qui nous importe. Ce qui nous importe, c'est que les choses soient faites. Oui, mais si l'État se trompe, ça accumule de la dette. Alors on revient au débat précédent. Et il ne fait pas faillite. Non, mais il pénalise son action. Pardon, je pense, là voilà un raisonnement d'économie. Ce que vous dites est, sur le plan formel, absolument incontestable. Qui va dire que non, en effet, une entreprise ne peut pas se planter? C'est pas ça le sujet. Moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il faut donner de la visibilité aux entreprises parce que plus personne ne sait où il va. Comment vous investissez si vous ne savez pas où vous allez? Primo. Segundo, qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que c'est aussi autour de ça que se constituent des grappes d'entreprises capables d'intervenir dans tel ou tel domaine. Et puis troisièmement, il faut le financer sur des sujets qui soient socialement utiles. Qui est capable de le savoir mieux que tout le monde? Je vous dis pas que c'est l'État. Des fois c'est l'État. Mais c'est les communes qui le savent mieux que personne. Je vous prends un exemple. L'eau. Si nous mettons de l'argent pour les canalisations d'eau, ne me dites pas que ce n'est pas un investissement rentable, puisque nous allons arrêter de perdre 1 litre sur 5, c'est donc un investissement très rentable. Alors, pareil pour les chemins de fer, pareil pour la santé. Comment anecdotique vous plaisantez? Mais pas du tout. Mais vous savez pour combien d'années il y en a si on continue comme on fait là? 250 ans. Ah ben bravo. Je suis particulièrement choqué par ce que j'ai entendu de la part de M. Bernalicis. Enfin, de quoi parlons-nous? Il s'agit de suivre des terroristes condamnés pour des faits terroristes à 5 ans d'emprisonnement ou 3 ans dans l'hypothèse d'une récidive, évalués comme des gens encore dangereux. Je le répète, évalués comme des gens encore dangereux, qu'il convient de suivre avec un contradictoire judiciairement assuré. Mais, pardonnez-moi, ce n'est pas une discussion entre laxistes ou sécuritaires, c'est une discussion ici entre gens raisonnables. Parfois, d'ailleurs, on nous oppose, vous l'avez fait tout à l'heure, la multiplicité des textes. Mais le ministre de l'Intérieur l'a dit, le terrorisme mute comme un sale virus. Il est protéiforme. Ce qui était vrai en 1995 pour les attentats de Saint-Michel ne l'est plus aujourd'hui. Donc il est tout à fait normal que nous suivions ces évolutions, que nous essayions de les anticiper. Qu'est-ce que vous voulez au fond, la France insoumise? Qu'un terroriste qui est encore dangereux puisse sortir et qu'il ne soit pas suivi du tout? C'est ça que vous nous proposez? Mais c'est scandaleux, pardon de vous le dire. Vous vous drapez dans les oripeaux de la liberté pour ne nous proposer rien. Alors, je vais vous dire une dernière chose, j'ai déjà eu l'honneur de vous le dire. Moi, j'accepte la critique, bien sûr, c'est l'essence même du débat démocratique. Mais en revanche, le nihilisme, monsieur Bernalicis, c'est insupportable. Vous êtes le premier à vous lever et à dire « Mais que faites-vous? Vous n'avez pas fait, vous auriez dû faire, il n'y a qu'à, Faucon ». Et là, vous acceptez l'idée que des gens évalués encore comme des gens dangereux puissent tranquillement circuler parmi nous. Mais c'est totalement irresponsable, monsieur Bernalicis. Je le redis, irresponsable. Et c'est indigne. Je donne la parole à monsieur Bernalicis. Merci. C'est au titre de l'article 58 pour mise en cause personnelle à l'instant du ministre qui, subtilement sans doute, nous fait être l'allié des dangereux, l'allié de ceux qui pourraient s'en prendre à nos concitoyennes et concitoyens. Ça, c'est abject comme procédé politique. Ça, c'est abject comme procédé politique. Et monsieur le ministre garde des Sceaux, y a-t-il aujourd'hui, à l'heure où on se parle, alors que les mesures de sûreté ne sont pas en vigueur et pas votées, y a-t-il des moyens de suivre les gens dangereux? Y a-t-il des moyens de suivre? Vous êtes en train de nous dire qu'on ne peut pas les suivre, qu'on ne peut rien faire, qu'ils sont dans la nature. Quel constat d'échec, monsieur le ministre! Vous voyez bien dans ce raisonnement par l'absurde qu'évidemment on sait suivre ces gens dangereux. Évidemment, évidemment. On fait tout pour essayer de diminuer la consommation de tabac, et là, on va légaliser un produit que l'on consomme avec du tabac. Donc, je n'arrive pas bien à comprendre. Les troubles psychiatriques, anxiété, dépression, troubles schizophréniques, ça déclenche des schizophrénies, le cannabis. Il faut arrêter de dire que c'est pas vrai. Les troubles cognitifs, troubles de la mémoire, troubles de l'attention, ça s'appelle la drogue de la crétinisation.
vous commencez très tôt, vous avez des troubles à l'école et vous suivez plus l'école. Donc vous êtes dans un département qui, à mon avis, est fortement touché. Je suis pas sûr qu'en légalisant, on va résoudre les problèmes. L'alcool aussi, je pourrais vous dire. L'alcool aussi, bien entendu, mais on fait tout pour essayer de diminuer l'alcool aujourd'hui, non ? Vous êtes pour interdire l'alcool, vous ? Pas du tout, mais on fait tout pour essayer de la diminuer. Pour interdire l'alcool. Mais on fait tout 45 000 morts par an, vous n'êtes pas pour interdire l'alcool ? 75 000 du côté du tabac. Non, avec le tabac, on est d'accord. Vous êtes pour interdire la cigarette ? Bah, la cigarette, je veux dire... Pour interdire la cigarette. On n'a pas interdit la cigarette. Savoir. Il est le roi, il s'est lui-même désacralisé. Et donc, il a ce qu'il mérite, si j'ose dire. C'est horrible à dire. Il a dit ça. Alors merci. Attendez, quand on est face à ce qui s'est passé avec le président de la République, on est là pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Non, mais on peut pas comprendre. Il a ce qu'il mérite. Bah non. Mais c'est son pote. Bah oui, c'est son pote. Non. On selfie toutes les 2 heures, on dirait la Team Rocket. On a décidément pas de chance. Une fois de plus, la Team Rocket s'en va vers notre ciel. On a l'impression qu'en ce moment, vous vous en prenez presque plus à des gens qui ont toujours été à peu près vos alliés à gauche. Vous tapez beaucoup sur les Verts en disant, je vous cite, que finalement, ils ont un avenir dès qu'on les a pas vus à l'œuvre. Peut-être vous faites allusion au maire, à ce qui s'est passé à Strasbourg, Bordeaux ou Poitiers et les polémiques qui sont nées de là. Vous tapez également sur les socialistes. On a l'impression quand même que c'est votre première cible, et ça peut sembler étonnant, si vous considérez qu'il faut se rassembler au deuxième tour. Par ailleurs, deuxième question, et très rapide. Attendez, celle-là est en tissu de mensonges. Non, donc on peut quand même commencer. Madame, commencer par dire des choses. Pardon, Madame Saint-Cric, mais vous n'êtes pas sérieuse. Pourquoi vous ça n'êtes pas tissu sérieuse. Vous ne traitez pas. Essayez de comprendre ce que je dis. Vous dites, vous tapez d'abord sur... Mais qu'est-ce que vous racontez? Écoutez-moi, madame. Est-ce que vous permettez qu'on conteste votre brillante pensée? Alors je vais le faire. J'ai proposé, et nous avons... Écoutez, alors on peut répondre ou pas? J'arbitre le débat. Ali Badou. Oui, bien, mais j'aimerais juste vous ramener à la paix. Ouais. Nous ne sommes pas des opposants, nous ne sommes pas des ennemis. Nous vous posons des questions, vous pouvez en discuter les termes et y répondre. Voilà. Mais ce que fait vous non plus ne le prenez pas mal. J'ai le droit de dire qu'une affirmation est inexacte ou j'ai pas le droit? Non, mais oui, si vous me le dites, je ne dirai plus. Si vous me dites, sur ce plateau, il est interdit de dire qu'un journaliste raconte des choses qui ne sont pas vraies, je ne le dirai plus. Donc, Madame Saint-Cric, vous avez parfaitement raison de dire que la France Insoumise a proposé à tous les partis dits de gauche une alliance dès le premier tour. Parce que dans les questions régionales ne sont pas inclus nos divergences nationales. Et que, en réponse à cela, personne n'en a voulu. Ce qui est une manière, comme vous en conviendrez, de accabler les autres formations, puisque je leur propose l'union. De même, je les ai accablés en proposant, nous les premiers insoumis, de faire une liste commune dans le Nord. Sous direction Vert, parce que les Verts ne supportent que eux comme tête de liste. Nous avons fait pareil dans PACA. Et en PACA, ils nous ont tout simplement jetés dehors, en disant « pas de vous ». Voilà. Donc, vous voyez que si vous dites avec beaucoup de subtilité que je tape les autres, vous voudrez bien admettre que, dans les faits, ce sont les autres qui ont toujours refusé le rassemblement sur des bases sur lesquelles il était possible de le faire. Mon adversaire, ce ne sont pas les gens qui sont à la moitié du nombre de voix que je suis censé réunir dans les sondages. Mon adversaire, c'est la droite. Et l'extrême droite, parce que, je vais vous dire, le macronisme et l'extrême droite, qui sont deux variantes d'une même obsession, identitaire et financière. Et ça, c'est grave, parce que le pays est en train de rouler à l'abîme. Mon problème, ce n'est pas Olivier Faure, ce n'est pas M. Jadot, c'est ce qu'est en train de faire M. Macron, quand il a commencé à dire que Pétain était un grand stratège, que Maurras était un brillant intellectuel, alors que ce sont deux antisémites traites à la patrie. C'est Madame Le Pen que, par un concours de circonstances, l'ensemble de la sphère médiatique a dédiabolisé, pendant qu'on me diabolisait moi à mort, et qui maintenant est aux portes du pouvoir. Et qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On vient encore trier dans mes cheveux pour savoir s'il n'y a pas ici ou là une raison d'être en désaccord avec les autres. Parce que pour le coup...